Mais bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Sandrine et avec ma collègue Aurélie, nous sommes très heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Donc vous, en étudiant en classe préparatoire en sciences humaines et littérature, mais aussi vos enseignants en géographie. Donc Aurélie et moi-même, on travaille pour l'ACTA, qui est une association placée sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. Et en fait, on fédère un ensemble d'instituts techniques agricoles, dont l'Institut de l'élevage, qui va animer le webinaire d'aujourd'hui. L'ACTA et son réseau d'instituts techniques mènent des projets de recherche appliquée dans l'innovation et l'évolution des pratiques pour notamment relever les défis liés aux changements globaux. Donc, sur cette thématique, l'ACTA organise une série de webinaires qui devraient faire écho à votre programme de géographie de cette année, Agriculture et changements globaux. Donc, le premier webinaire qui nous réunit aujourd'hui a pour thème l'élevage de ruminants au cœur de la controverse. Donc, pour cela, nous accueillons deux de nos collègues de l'Institut de l'élevage, Anne-Charlotte et Delphine, ainsi que notre grand témoin du jour, Bruno Martel, qui est éleveur de vaches laitières en agriculture biologique en Bretagne. Donc, je les remercie déjà pour leur présence et leur préparation du webinaire et je leur cède la parole et je vous souhaite à tous un bon webinaire. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais prendre la parole en premier, en fait, pour vous décrire rapidement ce webinaire et vous faire un rapide panorama de l'élevage d'herbivores en France. Donc, dans ce premier webinaire que nous vous proposons, on pensait vous parler d'abord rapidement de quelques chiffres clés sur l'élevage d'herbivores en France, d'un point de vue économique, environnemental et social, évoquer les enjeux de la controverse qui existe actuellement autour de l'élevage et montrer comment l'élevage s'inscrit en fait dans une perspective de développement durable, quels sont les enjeux auxquels il est confronté et comment il doit progresser. Vous pourrez poser vos questions en utilisant le chat, la partie discussion de la conversation que vous devez avoir sur vos écrans. Et on essaiera d'y répondre le mieux possible, soit en direct pendant le séminaire, soit éventuellement par écrit si on n'a pas pu répondre à toutes les questions après le séminaire. Ensuite, on a la chance d'avoir donc un éleveur qui est avec nous et qui pourra nous présenter son élevage. Donc Bruno Martel nous présentera son élevage, la façon dont il vit par rapport aux enjeux globaux auxquels il est actuellement confronté, et notamment à la question du changement climatique, qui est quand même un enjeu très, très central et très important. Alors, juste pour introduire en fait ce séminaire, je pense que vous ne connaissez pas normalement, il est peu probable que vous connaissiez les instituts techniques et en particulier l'Institut de l'élevage. Donc, les instituts techniques sont des instituts de recherche appliquée qualifiés par le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Recherche, pour conduire des travaux de recherche appliquée et accompagner les filières agricoles. Et donc, pour ce qui nous concerne, l'élevage d'herbivores, notamment de ruminants, dans un monde en mutation, comme vous le savez. Donc, l'Institut de l'élevage travaille sur l'élevage des vaches, des moutons, des chèvres qui produisent du lait, de la viande, de la laine, etc. Et un petit peu aussi sur l'élevage des chevaux, mais qui bénéficie également d'un autre institut technique. On a 4 champs d'activité que sont la recherche, les organisations de développement, l'accompagnement en fait du changement en élevage, la formation, notamment la formation de tous les techniciens qui interviennent en élevage, et puis on propose des services ou des prestations à l'ensemble des acteurs du monde agricole. On a 10 domaines techniques, alors qui vous parleront plus ou moins, mais qui sont nos domaines d'expertise. La génétique, c'est-à-dire trouver des animaux adaptés aux enjeux de demain, l'économie, les approches sociales et sociétales, la conduite des animaux, comment les nourrir, les élever, les aider à se reproduire, etc. Les équipements, c'est-à-dire les bâtiments, par exemple, dans lesquels on les élève, les fourrages, l'herbe, ce qu'on donne à manger aux animaux, les enjeux environnementaux dans toutes leurs facettes, les enjeux du numérique,
accompagner la transition, la révolution numérique, la qualité des produits sains, de bon goût, à haute valeur, et puis le bien-être animal et la santé des animaux. Donc, c'est nos 10 domaines d'expertise. Et puis, pour vous situer un petit peu mieux, on a un peu plus de 300 salariés qui sont en général des vétérinaires et des ingénieurs, beaucoup d'ingénieurs, qui accompagnent donc le monde de l'élevage. On a un site internet où vous pourrez vous rendre qui s'appelle idel.fr, où on a à peu près 400 000 visiteurs par an. On mène en parallèle 150 projets, dont 30 européens. Et chaque année, on a à peu près une centaine de conférences, telle d'aujourd'hui par exemple, et 500 publications. Ça, c'est pour vous dire d'où on parle et qui nous sommes. Ensuite, je vais vous donner quelques éléments clés sur l'élevage en France. L'élevage d'herbivores essentiellement. Mais sur ce graphique, quand même, pour parler plus large, je peux vous dire qu'on a un petit peu moins de 300 000 exploitations agricoles en France, dont un peu plus de 200 000 qui ont de l'élevage. Parmi ces 200 000, il y en a 180 000 qui ont des herbivores, vaches, chèvres, moutons, chevaux, et 20 000 qui ont des herbivores et des granivores, c'est-à-dire des cochons ou des volailles, et en plus 20 000 qui ont seulement des granivores. Donc voilà à peu près le nombre d'éleveurs et leur répartition géographique. Sur cette carte, plus le rond est large, plus il y a d'éleveurs. Et vous verrez la proportion de rose pour herbivores et granivores ou de bleu pour granivores, et puis de vert qui est herbivore. Donc, par exemple, en Bretagne, il y a plus de granivores que dans le Massif central. Et puis en orange, c'est des tout petits élevages de diverses formes. Ensuite, l'élevage en France d'herbivores, cette fois-ci, je me recentre sur notre sujet, est localisé dans un certain nombre de régions. Donc, on en a beaucoup en Bretagne, beaucoup dans le Massif central, et puis un petit peu finalement autour de la France. Il y en a beaucoup moins dans les grandes plaines céréalières du bassin parisien, du bassin aquitain, de la vallée du Rhône et du pourtour méditerranéen au sens large. Et cet élevage d'herbivores, il est situé, grosso modo, dans des endroits où on a beaucoup de prairies. Donc, vous avez sur la carte qui vient de s'afficher le pourcentage de prairies dans la surface agricole, quasiment de 100% dans les montagnes françaises, qui sont également des zones où il y a pas mal d'élevage, et puis autour de 30, 50, 70%, donc dans les zones de plaine où il y a beaucoup d'élevage. Bretagne, Pays de la Loire, le Grand Est, etc. Donc, c'était pour vous situer un petit peu les choses d'un point de vue géographique, on va dire, avant de rentrer plus dans les détails et les chiffres clés de ce que c'est que le modèle d'élevage français, ce qui va me donner l'occasion de donner la parole à ma collègue Delphine. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en quelques mots les grandes caractéristiques de l'élevage herbivore français, sachant qu'on peut le définir à peu près en 6 grandes catégories. Vous avez aussi sur cette image donc les 6 chapitres qui peuvent permettre de décrire l'élevage. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la domestication entre l'homme et les animaux remonte à plus de 10 000 ans. Et donc, cet élevage aujourd'hui témoigne de relations millénaires qui ont pu avoir lieu. Et c'est basé essentiellement sur le fait que les ruminants peuvent digérer les protéines présentes dans l'herbe que les hommes ne peuvent pas donc, digérer. Donc ça, c'est ce qui a initialisé la domestication il y a fort longtemps. Une autre caractéristique de l'élevage, c'est qu'il valorise les sols et les ressources locales en associant à la fois les prairies et les cultures. Donc, ça veut dire qu'on a une sorte d'économie circulaire et un cercle vertueux qui s'effectue entre les cultures qui doivent être ensuite fertilisées par les différentes déjections animales qui donc, ça sont associées au niveau d'un cercle. D'un point de vue des produits, on a donc une grande diversité des produits qui sont générés grâce à l'élevage. Donc des produits qui sont à haute valeur nutritionnelle, notamment riches en protéines et en différentes vitamines, mais aussi sur le point sanitaire, puisque tous les élevages sont largement contrôlés. Et cet élevage-là génère également beaucoup d'emplois et donc une certaine vitalité économique dans les territoires ruraux. Si aujourd'hui on n'avait pas d'emploi,
Si aujourd'hui on n'avait pas d'élevage, les territoires ruraux seraient certainement moins animés qu'ils le sont aujourd'hui. D'un point de vue environnemental également, l'élevage a un rôle à jouer. On en entend beaucoup parler aujourd'hui et notamment, il joue un rôle sur tout ce qui est façonnage des paysages. Vous avez une grande diversité de paysages en France qui est en partie entretenue par l'élevage. Et il a un rôle à jouer aussi sur la protection de l'eau, sur la protection de l'environnement en général. On y reviendra tout à l'heure. Par rapport aussi à son développement, et donc c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, l'élevage est particulièrement encadré et il peut ainsi progresser en continu grâce à un réseau très dynamique de recherche, innovation et conseil. Je vous présentais tout à l'heure les grandes caractéristiques de l'élevage, donc voilà des phrases descriptives qui sont présentes dans un petit document qu'on avait rédigé pour l'ensemble des parties prenantes autour de l'élevage. Et en fait, on y a aussi associé quelques chiffres clés. Donc, on ne va pas revenir sur tout dans un premier temps, mais voilà, vous y retrouvez notamment dans juste là, avant. Oui, pardon. Le pétale rose, enfin rouge-rose, vous voyez donc la répartition des emplois, 260 000 emplois directs en élevage, c'est-à-dire qu'il y a 260 000 personnes qui sont soit salariés, soit évidemment leurs propres patrons dans les élevages, et 225 000 emplois indirects, donc dans les filières, soit à l'amont, soit à l'aval. La petite phrase en dessous vous rappelle aussi la première question. On a typiquement donc, sur une ferme en France 2 travailleurs, donc soit salariés, soit à leur compte, mais qui élèvent 60 vaches laitières, ou alors, si c'est une exploitation qui fait plutôt de la viande, 100 vaches allaitantes, ou alors, si c'est une exploitation de brebis, 500 brebis, ou 300 chèvres. Donc, c'est les chiffres moyens, évidemment, avec un écart type assez important, mais voilà, on a toute une diversité de systèmes en France. Et comme vous le voyez aussi dans le pétale vert foncé, ça concerne évidemment une grosse part du territoire français, avec plus de 13 millions d'hectares de prairies, ce qui représente 20% du territoire. Je veux bien que tu cliques, Charlotte. Vous voyez que par rapport à vos thématiques de travail dans le cadre de cette thématique élevage et changements globaux, vous avez plusieurs choses qui se réfèrent au sol, donc sur ce que je viens de citer sur la part du territoire en herbe, et aussi l'association culture et élevage. Aussi sur la biodiversité, avec un nombre de races très important. On a plus de 120 races de ruminants en France, donc certaines avec des gros effectifs, d'autres des effectifs bien plus restreints qui sont à protéger. Vous avez aussi une biodiversité dans les produits avec, le terme utilisé un petit peu par extension, mais avec des produits de qualité aussi, que ce soit les AOP laitières ou les labels rouges, plus souvent en viande. Et enfin, toutes les questions autour du carbone, du climat, avec l'élevage qui est acteur sur ce domaine-là. Alors évidemment, il produit des gaz à effet de serre, c'est un des aspects sur lesquels l'élevage a aujourd'hui beaucoup à travailler, mais son activité permet aussi d'en stocker. Alors, je ne sais pas si vous êtes très familier avec cette logique, mais en tout cas, dans les prairies, on peut stocker une certaine quantité de carbone tous les ans. Et donc, ça équivaut à 570 kilos sous 1 hectare de prairies permanentes. Donc, comme il y a beaucoup de prairies, il y a aussi beaucoup de stockage. Il y a aussi l'enjeu de l'énergie qui est présent, avec plus de 8000 élevages aujourd'hui qui produisent de l'énergie renouvelable. Et aussi une grande... On sait qu'on a progressé sur ce point-là, donc beaucoup de plans de progrès qui sont mis en œuvre, donc notamment des diagnostics environnementaux qui sont faits dans les élevages. Et aussi différentes initiatives nationales qui ont lieu, avec par exemple le label bas carbone qui est décerné donc à l'ensemble des entreprises qui réalisent des diagnostics et qui cherchent à progresser sur la baisse d'émissions. Et on a aussi une association qui s'est mise en place pour financer les baisses d'émissions carbone sur les élevages avec l'association France Carbone Inclus. Donc, on pourra y revenir dans les questions si jamais vous souhaitez des précisions. Alors, j'enchaîne pour se rappeler que finalement, il y a des enjeux clés et des controverses qui concernent l'élevage. Tout d'abord, les enjeux, en fait, il y a un premier enjeu pour les éleveurs qui les concerne au premier chef, c'est qu'ils sont confrontés
à une crise économique un peu permanente entre la volatilité des marchés. En ce moment, les matières premières sont par exemple très très chères. La crise énergétique avec le coût du gaz qui les concerne, enfin le coût du fioul qui les concerne également. Deuxième enjeu dont on parle peut-être un peu moins, c'est la difficulté du métier d'éleveur d'un point de vue social, quantité de travail, et qui peut conduire en fait parfois à un manque d'attractivité de ce métier. Les enjeux climatiques, on les a rapidement abordés, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on va dire qu'il y a deux enjeux climatiques, à la fois essayer d'atténuer le changement climatique dans la mesure du possible, contribuer à son atténuation, mais aussi s'adapter, parce que quoi qu'on fasse pour l'atténuer, malheureusement, c'est une réalité et le climat change, donc l'élevage doit changer pour s'adapter et c'est pas facile. Et puis les autres enjeux environnementaux que sont la biodiversité, la préservation de la qualité de l'eau, la gestion de l'eau, les paysages, etc., pour lesquels l'élevage doit à la fois limiter ses impacts négatifs et apporter un certain nombre de services au territoire qu'il occupe. Et puis enfin, il y a toutes les questions de bien-être animal et du public qui concernent de plus en plus aussi bien les éleveurs que les citoyens. Alors, je vais aller rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Donc, le monde associatif, qu'il s'agisse d'associations de protection de l'environnement, d'associations de protection animale, aussi bien les welfaristes qui cherchent en fait à améliorer les conditions de vie des animaux, mais qui considèrent que l'élevage est une activité légitime, que les abolitionnistes qui militent pour l'abolition de l'élevage sont confrontés en fait à ce qu'on appelle le monde de l'élevage, composé d'éleveurs et de leurs représentations syndicales, de l'ensemble des filières représentées par des interprofessions, et puis des organismes qui accompagnent les éleveurs de recherche, de développement, de conseil, etc. L'ensemble de ces deux mondes cherche à convaincre, à informer les citoyens, les consommateurs, les industriels, mais aussi les décideurs politiques. C'est par exemple les décideurs politiques qui peuvent décider des réglementations ou de l'existence ou non d'abattoirs, etc. Et donc, ces deux mondes sont en relation avec les citoyens et les consommateurs et sont informés par les scientifiques qui produisent des données, des références utilisées par les parties prenantes et les médias qui relayent la controverse, les arguments auprès du public et les arguments d'une partie comme de l'autre. Donc, on est dans une controverse parce qu'on est dans un conflit à trois, deux parties qui échangent des arguments parce qu'il y a des incertitudes, et les citoyens, consommateurs, enfin la cible, le public, qui est la cible de cette controverse. Il y a 4 grands thèmes sur lesquels cette controverse s'exprime et sur lesquels il n'y a pas de compromis aujourd'hui sur l'élevage et les animaux. Il y a le thème de l'environnement. Je ne vais pas tout vous détailler, mais gaz à effet de serre, pollution des eaux, présence de soja OGM ou pas dans l'alimentation des animaux, optimisation de l'utilisation des ressources, limitation des nuisances, etc. Il y a des questions sur la condition animale. Qu'est-ce que le bien-être animal? Est-il effectivement respecté en élevage? Quelles sont les conditions de vie? Est-ce qu'il y a des interventions qui peuvent être douloureuses et comment le gère-t-on? Et toutes les questions d'éthique, qu'est-ce que l'homme a moralement le droit de faire avec les animaux ou pas? Le domaine sanitaire, les animaux comme les humains partagent un stock d'antibiotiques qu'il faut préserver au mieux. Il y a des risques de maladies qui peuvent passer parfois de l'animal à l'homme, de l'homme à l'animal. Et puis, il y a l'utilisation des produits phytosanitaires dont on sait qu'ils peuvent être à risque pour l'environnement comme pour la santé et qui sont utilisés sur les cultures, par exemple, que les animaux vont consommer. Et tout ça se résume en fait à un questionnement sur un modèle économique. Où faut-il de l'élevage? Quelle quantité? Veut-on des systèmes intensifs ou extensifs, etc. Et l'ensemble de ces controverses se sont déployées dans le temps, des années 80 à nos jours, avec un certain nombre d'incertitudes. Alors, par rapport à cette controverse, il y a un des sujets dont on parle beaucoup, que vous connaissez certainement, c'est sur la consommation de viande. Consommer de la viande, ça a un certain nombre d'impacts positifs sur la santé, et si on en consomme trop, ça peut avoir des impacts négatifs. Produire de la viande, c'est pareil. C'est indispensable pour une agriculture durable et circulaire d'avoir des animaux qui produisent, par exemple,
des fumiers, des lisiers qu'on va pouvoir utiliser sur les cultures. Il n'y a pas d'agriculture bio sans élevage, mais trop d'élevage peut être source de pollution également. Et donc, la consommation de viande est un peu le révélateur de tout ça. Aujourd'hui, on a à peu près 97 ou 18% de citoyens français qui consomment de la viande. Parmi eux, on a 41% des gens qui pensent en consommer autant qu'avant, 6% qui estiment qu'ils ont augmenté leur consommation, c'est plutôt des jeunes, et 53%, notamment des femmes, qui estiment avoir diminué leur consommation. Aujourd'hui, la population végétarienne, donc en France, qui ne consomme pas de viande, est d'à peu près 2%, dont 0,5% de véganes qui ne consomment aucun produit animal et n'utilisent pas non plus de laine ou de cuir pour se vêtir. Et donc voilà, au-delà de ça, on a 5 profils de citoyens en France, parce que tous ne pensent pas la même chose. Un certain nombre de nos concitoyens sont ce qu'on appelle des compétiteurs. Ils sont pour que la France ait toute sa place dans la compétition mondiale, exporte, que l'élevage soit rentable et productif. On a des progressistes qui sont pour une évolution régulière, progressive, des façons de produire, des pratiques d'élevage pour bien répondre aux enjeux environnementaux et de bien-être animal, mais qui n'envisagent ni l'arrêt de l'élevage, ni de diminuer fortement leur consommation de viande. On a ensuite des gens qui n'ont pas d'avis. C'est vraiment pas un sujet qui les intéresse. Voilà, le fait qu'il n'y ait ou pas de l'élevage, ce qu'ils mangent à la limite et ses liens avec les élevages ne les intéressent pas beaucoup. On a ensuite les alternatifs, une population qui pense qu'il faut consommer beaucoup moins de produits animaux, mais choisir des produits bio, de qualité, locaux, préservant donc les enjeux environnementaux et de bien-être animal au mieux. Et enfin, les abolitionnistes donc, qui considèrent qu'il faudrait arrêter complètement l'élevage et quelque part la relation millénaire là, dont parlait Delphine tout à l'heure entre les hommes et les animaux d'élevage. En France, aujourd'hui, sur 100 citoyens, on a à peu près 3 personnes qui n'ont aucun avis, 2 qui sont abolitionnistes, 24 qui se rapprochent des alternatifs, donc moins mais mieux, très grande importance à la protection de l'environnement et de la condition animale. 51%, donc la majorité, qui sont progressistes pour une évolution progressive des pratiques sans bouleverser les modes de consommation. Et puis 10 qui sont compétiteurs, donc pour que la France joue tout son rôle dans les marchés mondiaux. Et puis il y a 10 personnes sur 100 qu'on n'arrive pas à classer parce qu'elles sont à la fois, en fait, dans plusieurs profils. Donc, vous-même, vous pouvez réfléchir à où vous pensez vous positionner et à ce qui vous semblerait important à faire par rapport à ce positionnement. Delphine, du coup, de nouveau, si tu veux. Oui, juste avant de passer la parole à Bruno, donc ça c'est pour rappeler sur une seule diapo les quelques axes d'évolution des élevages, donc nos grands enjeux actuels sur lesquels on travaille activement à l'Institut de l'élevage et dans les autres instituts techniques. On a donc l'enjeu d'avoir des systèmes d'élevage qui soient performants, pas que d'un point de vue de production de produits alimentaires, mais aussi performants sur une qualité environnementale, sur du bien-être animal, sur de la santé, etc. Et tout ça doit se faire aussi dans des conditions où la société accepte l'élevage tel qu'il est fait aujourd'hui. Donc, tout ça, ça se décline sur différents sujets qui sont nos différents domaines d'expertise, entre autres, il y en a d'autres, mais à l'Institut de l'élevage. Donc, on travaille beaucoup sur l'adaptation au changement climatique, de pair avec la réduction de l'impact carbone. Il y a aussi évidemment les questions de préservation de l'eau, que ce soit en qualité, en quantité, mais aussi sa gestion à l'échelle d'un territoire et en interaction avec les autres activités qu'il peut y avoir. La question de plus en plus montante de la production d'énergie, vous n'êtes pas sans savoir comment aujourd'hui ça fait écho dans les médias et même au quotidien dans vos activités avec l'essence qui manque. On a aussi tout un volet qui est peut-être un peu moins connu, qui est sur l'autonomie en protéines. On a en fait en alimentation animale l'enjeu d'avoir des protéines à donner aux animaux. Celles-ci sont parfois en provenance d'Amérique latine et ont des enjeux de déforestation. Donc, on cherche aujourd'hui, et il y a beaucoup de projets de recherche actuels qui sont sur comment produire nous-mêmes la protéine en France de façon efficiente
et qu'elles soient donc produites de façon à ce qu'elles soient contrôlées et qu'elles fassent moins de kilomètres. On a aussi tous les enjeux de biodiversité, donc assurer une biodiversité, donc tous les habitats dans lesquels les différentes espèces d'oiseaux, d'insectes, etc. peuvent vivre, se reproduire, et aussi assurer la biodiversité en elle-même, la biodiversité des espèces, pour qu'il y en ait plus, qu'elles se maintiennent notamment dans les systèmes prairiaux. Et ça passe aussi par l'entretien des haies, des paysages diversifiés qui permettent à ces animaux, cette biodiversité d'être entretenus. Évidemment, sur les aspects bien-être animal, vous avez dû, j'imagine, en entendre parler, même si vous n'êtes pas spécialiste du sujet, il y a toute la question qui porte sur l'accès extérieur aux animaux, que tous les animaux aient la possibilité d'accéder à l'extérieur. C'est quelque chose qui est très socialement demandé, et on comprend. Il y a aussi tous les enjeux autour de l'amélioration continue et progressive du bien-être animal, donc aussi des sujets d'importance dans nos instituts. Et enfin aussi, on touche plutôt à la durabilité du métier, donc les éleveurs aient envie d'être éleveurs à l'avenir, qu'on ait des nouveaux éleveurs qui puissent aussi s'installer. Donc c'est avoir une maîtrise des coûts de production, comme dans toute activité, finalement, toute activité économique, maîtriser ses coûts de production et gagner sa vie. Et aussi en parallèle, avoir une qualité de vie importante pour que les gens s'y sentent bien et aient envie d'y rester. Donc assurer aussi des conditions de vie de travail agréables pour avoir du renouvellement dans les générations et dans les actifs agricoles. Donc, on se rend compte que la prairie, finalement, est un peu au centre de tous ces enjeux et de tous ces enjeux, qu'ils soient économiques, sociaux et environnementaux. Et l'élevage agit déjà beaucoup sur ces différents éléments. Diapo suivante, ça s'appelle Charlotte, avec différents plans d'action qui ont lieu et qui font écho aux objectifs de développement durable, donc qui sont construits par la FAO au niveau du monde entier. On a en fait les objectifs de développement durable qui sont au nombre de 19, je crois, 17, j'ai un doute, et auxquels l'élevage répond. Donc, vous avez là des exemples de programmes globaux qui permettent soit de faire baisser l'exposition des bovins aux antibiotiques, par exemple, avec des progrès déjà enregistrés, de faire progresser sur la formation pour répondre à l'objectif d'éducation de qualité, sur la baisse de la teneur en nitrate, vous en avez peut-être entendu parler également, donc pour assurer nos propres et un assainissement, etc. Donc, plusieurs plans de filières qui sont engagés et qui permettent donc progressivement à l'élevage d'améliorer son impact, qu'il soit environnemental, social ou économique. Et donc, je propose qu'on passe la parole à Bruno pour qu'il nous raconte son élevage, son activité. Alors, Bruno, est-ce que tu peux activer ton micro? Oui, super, on te voit. Et est-ce qu'on t'entend bien? Bonjour à tous. Voilà, parfait. Est-ce que tu peux te présenter, Bruno, toi, ta ferme, ton parcours? Ok, d'abord, bonjour à tous. L'exercice n'est pas forcément facile parce que c'est dans l'anonymat devant un écran et c'est pas toujours évident et c'est pas le cœur de notre métier. Donc, je suis avant tout un éleveur et un producteur de lait au sud de Rennes, entre Rennes et Nantes, en GAEC. C'est une société, c'est-à-dire que la ferme est tenue par ma fille et moi-même. Nous sommes 2 associés et 2 salariés. Nous produisons du lait, de la viande et de l'énergie, c'est-à-dire de l'électricité à partir de panneaux solaires. Je suis agriculteur et dans ma ferme depuis 1995. Mes parents étaient agriculteurs sur cet emplacement et mes grands-parents l'étaient aussi. Et on dit souvent qu'en Bretagne, la génération d'avant, tout le monde était agriculteur. Donc, je pense que voilà, ça fait des générations que la ferme est tenue par des agriculteurs et par ma famille. Je suis en agriculture biologique depuis 2000 et aujourd'hui, nous avons 120 vaches laitières et nous faisons partie donc des 50 000 fermes laitières françaises. Quand Delphine parlait des 180 000 fermes d'élevage herbivore, il y a 50 000 environ producteurs de lait de vaches. Donc, j'ai une ferme avec 190 hectares d'herbe, 15 hectares de céréales et 15 hectares de maïs.
étant en agriculture biologique, 98% de l'alimentation des animaux est produite sur la ferme. Et nous sommes engagés assez fortement sur des programmes de réduction de consommation d'énergie, d'optimisation du pâturage et d'intégration en fait de tout ce qui se passe au niveau notamment du changement climatique. Et donc je peux dérouler. Ouais, tu as aussi des responsabilités, toi, au niveau de ta région, de la production de lait en France aussi. Ouais. Alors oui, oui, en effet, pour la petite histoire, j'ai une formation agricole déjà. C'est obligatoire en agriculture d'avoir une formation agricole. Il faut au minimum avoir le bac pour s'installer comme agriculteur. Donc moi, j'ai un BTS production animale et j'ai fait une formation commerciale ensuite. Ma fille qui est associée avec moi a eu exactement la même formation. Et donc, elle a eu un BTS production animale et ensuite, elle a fait un BTS en 1 an commercial. Et j'ai été adjoint et élu dans ma commune pendant 13 ans, comme l'était mon père, c'est-à-dire qu'on a toujours participé à la vie sociale de notre commune, auquel on est très attaché. Et depuis une dizaine d'années, je suis administrateur dans ma coopérative, c'est-à-dire que je porte la voix des producteurs auprès des instances opérationnelles qui font la transformation du lait dans ma coopérative. Et entre autres, j'anime un groupe de producteurs de lait bio. Donc, on est 350 producteurs de lait bio dans ma coopérative, avec une marque qui s'appelle les 300 laitiers bio. Et j'ai en charge, avec un conseil d'administration de 13 personnes, de travailler sur les demandes des adhérents et les demandes des citoyens quant à l'évolution de ces produits alimentaires. Donc voilà globalement ce que je fais dans mes responsabilités, mais c'est quelque chose d'important puisque j'y consacre pratiquement un mi-temps. Merci beaucoup, Bruno. On va peut-être prendre en direct une question de nos spectateurs, parce que comme ça permet de vous donner un petit peu la parole. Il y a une question sur comment s'est passé cet été, en fait, avec la sécheresse. Est-ce que la ferme a été très impactée? Et puis, comment vous vous êtes organisé pour y faire face? Alors objectivement, cette année, c'est vrai que la situation a été très compliquée. Elle faisait suite à une année 2021 qui était plutôt favorable, avec beaucoup d'humidité. Et donc, on avait constitué des stocks au printemps qu'on a commencé à consommer dès le mois de juillet. Donc, cette année, on a consommé nos stocks d'hiver pendant 4 mois d'été. On est encore en train d'en consommer, alors que normalement, on en consomme pendant 1 mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, objectivement, on compte sur des pluies d'automne qui ne sont pas toujours arrivées pour pouvoir reconstituer des stocks et pouvoir tenir le plus possible pendant les mois d'hiver, en se disant que on est en capacité d'envoyer les animaux au pâturage jusqu'au mois de décembre, théoriquement. Mais après, ça dépendra de la météo. Et ensuite, au printemps, on les renvoie au pâturage à partir du mois de mars. Et on a toujours cette épée de Damoclès qui nous dit que la météo, c'est vraiment l'élément majeur de notre mode de production. Donc l'année est très compliquée, mais on a toujours de l'espoir qui reviennent des pluies pour pouvoir repâturer à l'automne. Alors, cette réponse a suscité une autre question. Qu'est-ce que c'est que optimiser un pâturage? Donc, en l'expliquant à des gens qui ne connaissent pas bien forcément le métier. Alors, en fait, la production d'herbe, pour nous, c'est un élément majeur, c'est-à-dire que pour préserver la qualité de l'herbe, l'idéal, c'est de la récolter à un stade plutôt jeune, de façon à préserver toutes ses valeurs nutritives. Et on constitue au printemps, quand il y a un excès d'herbe, eh bien, des récoltes d'herbes jeunes pour pouvoir la redonner pendant l'hiver. Et comme la production laitière est dépendante de la qualité de l'alimentation de nos vaches, plus l'herbe est de bonne qualité, plus le lait sera de bonne qualité. Donc, optimiser, c'est cultiver et récolter un fourrage de la meilleure qualité possible. Et ça s'apprend, ça se travaille et ça se fait dans des conditions particulières. Merci.
Est-ce qu'on continue les questions de nos spectateurs? Tu nous as dit donc être un éleveur bio. Qu'est-ce que ça a de particulier d'être éleveur bio? Quelles sont les spécificités? Alors, la particularité, c'est que la production en agriculture biologique est régie par un cahier des charges européen, certifié par un organisme certificateur indépendant qui constate et qui vérifie sur la ferme donc l'adéquation avec le cahier des charges européen. Et concrètement, sur la ferme, c'est la mise en application de ce cahier des charges qui interdit l'utilisation des engrais de synthèse, par exemple, qui interdit l'utilisation des pesticides, qui oblige les animaux à avoir un accès à l'extérieur, qui favorise au maximum le pâturage et qui régit les conditions d'élevage avec la prise en compte particulière du bien-être animal sur les jeunes animaux et sur des pratiques avec la mise en évidence de l'utilisation des huiles essentielles, de l'homéopathie, etc., des médecines plutôt alternatives. Voilà, c'est un cahier des charges qui est visible et officiel et très contraignant, mais voilà, qui est assez bien adapté à la production laitière. Merci beaucoup. Alors, on avait le temps à d'autres questions arriver. On peut aussi peut-être te permettre d'aborder aussi les différents enjeux en lien avec les 3 piliers du développement durable, que ce soit environnement, social et économique. Tu nous disais avoir fait pas mal de choses sur le point de vue environnemental. Il y a le bio, mais il y a aussi d'autres choses que tu mets en place. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors, comment dire? Je pense que la prise en compte par les éleveurs des enjeux de consommation d'énergie, de réduction de leur impact, notamment lié au carbone, et c'est une évidence, et c'est l'enjeu de demain. Et aujourd'hui, on fait certifier nos exploitations ou nos fermes pour pouvoir valider en fait nos engagements sur la préservation des haies, sur la part des prairies dans notre surface utilisable. On a aussi des méthodes pour économiser l'énergie. Chez nous, concrètement, on pré-refroidit le lait avec de l'eau qu'on récupère pour pouvoir utiliser moins d'électricité pour refroidir le lait, parce qu'il faut refroidir le lait immédiatement après la traite pour pouvoir le conserver, pour qu'il soit collecté. Donc, c'est un petit exemple, mais on économise de l'électricité aussi en essayant de consommer de l'électricité plutôt en heures creuses et en favorisant les consommations plutôt pendant la nuit ou à des moments particuliers. On a aussi la couverture de nos toits qui est avec des panneaux solaires où on produit de l'électricité qui est revendue à l'EDF. On a des programmes d'économie de consommation de carburant sur nos tracteurs avec des échanges parcellaires permanents avec nos voisins pour réussir à pouvoir accéder au maximum au pâturage et aux surfaces près de la ferme. Voilà, il y a toute une liste d'actions que l'on mène et qui vont continuer à se développer. On est en train de travailler un dossier en ce moment sur les économies d'eau. L'eau va être un enjeu très important en élevage, sur notre capacité à stocker de l'eau, valoriser l'eau, qui est essentielle à l'abreuvement des animaux pour pouvoir l'utiliser, l'économiser et réussir à retraiter d'autres types d'eau pour pouvoir laver à l'intérieur des bâtiments ou l'utiliser pour laver le matériel et les extérieurs, par exemple. De l'eau qui n'a pas une exigence sanitaire aussi importante que celle pour l'abreuvement. Beaucoup de dossiers autour de ça. Oui, c'est impressionnant déjà tout ça. Alors, on a encore plein de questions qui arrivent. Peut-être pour commencer, une que tu as rapidement abordée déjà sur l'entraide entre éleveurs ou entre éleveurs et céréaliers. Donc, il y a des échanges de parcelles, mais est-ce qu'il y a d'autres formes d'entraide dans la région? Alors moi, je suis dans une zone d'élevage où l'entraide en fait se pratique sur l'utilisation du matériel, la mutualisation du matériel, ou les travaux qui sont délégués à des entrepreneurs de travaux agricoles, c'est-à-dire des entreprises qui font les récoltes, par exemple, ce qui permet entre éleveurs de pouvoir
bien, moi, de ne pas avoir besoin d'acheter de matériel. Après, on a de l'entraide entre les éleveurs permanents, c'est-à-dire qu'on a des réseaux d'animation locaux où on se rencontre régulièrement pour des réunions techniques ou des réunions professionnelles, et ce qui nous permet d'aborder différents sujets sur les enjeux d'accès aux champs, de clôture, de mutualisation d'achat de matériel, par exemple. On fait des choses comme ça. Mais je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est sur la formation. Sur la formation professionnelle et agricole, la formation collective est beaucoup plus rapide que la formation individuelle. Merci. Alors ensuite, on a une question qui est pas facile, mais bon, la consommation de produits bio connaît une crise actuellement. Est-ce que tu as été impacté et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors c'est une excellente question, et moi c'est celle qui m'anime tous les jours. Moi j'ai fait ce choix-là il y a 22 ans, donc c'est pas la première crise. Voilà, c'est pas la première crise, c'est le meilleur choix de ma carrière, parce que je considère que mon mode de production est complètement en adéquation avec les enjeux du moment et les enjeux d'évolution de notre société vers des produits de très haute qualité, produits de manière complètement naturelle. Mais on est aussi face à un marché, et il faut un équilibre entre l'offre et la demande. Le marché va moins vite que les agriculteurs, quelque part, hein, puisque depuis quelques années, beaucoup de producteurs en production laitière, par exemple, ont choisi le mode de production en agriculture biologique. Donc aujourd'hui, on a une crise de consommation avec l'inflation, avec la multiplication de la segmentation, etc. Ce qui fait que une baisse de la consommation de l'ordre de 5 à 6% et une hausse de la production, eh bien, ça crée des tensions sur le marché. Aujourd'hui, on est, pour être complètement transparent, peu impacté sur le prix de la matière première laitière agricole payée à la ferme, notamment parce que la part de la production bio qui n'est pas vendue sur le marché bio est vendue sur le marché conventionnel à un niveau de prix aujourd'hui qui est très très élevé, notamment tiré par une consommation mondiale forte. Et donc aujourd'hui, on est un peu sous tutelle quelque part du marché international des produits conventionnels. Et c'est un truc de fou. Moi, j'ai jamais connu ça, c'est complètement incroyable. Mais financièrement, c'est ce qui nous permet de passer le cap. Après, nos entreprises ont choisi d'arrêter d'accompagner les reconversions depuis 2 ans maintenant. Et pour passer en production laitière biologique, il faut 2 années de conversion. Donc aujourd'hui, on a une lisibilité à 2 ans des volumes qui arriveront. Et je considère qu'il faut bien utiliser ces 2 années pour pouvoir adapter nos modes de production et réexpliquer aux consommateurs ô combien les enjeux d'autonomie, de moindre dépendance par rapport à l'extérieur, moindre dépendance par rapport à l'énergie, par rapport au gaz, par rapport aux engrais, par rapport au soja qui arrive du Brésil, etc. C'est un enjeu très très fort qui permet d'avoir une production de qualité, qui préserve le sol, qui préserve l'air, qui préserve la qualité de l'eau. Et il faut le réexpliquer aux consommateurs de manière très simple, mais très puissante, pour pouvoir réactiver de la consommation. Aujourd'hui, il y a 5% de consommation en France. Je pense qu'on doit être en capacité, dans un pays comme le nôtre, de passer de 5 à 10%. Mais on aura des paliers, et puis on est en train d'en vivre un. Et il n'y a pas de raison. Je veux dire, moi, je suis très optimiste. Je considère être complètement en phase avec un mode de production extrêmement vertueux. Donc, il n'y a pas de raison. Le monde vit aussi de péripéties, et on le voit en ce moment. Donc, on passera cette crise. Merci Bruno. Pour laisser à Bruno le temps de reprendre son souffle, parce qu'il y a encore des questions, je vais peut-être répondre à une des questions qui était plus générale. Une question qui nous pose un dilemme, en fait, entre finalement, à l'échelle globale et concernant les changements globaux, il faudrait augmenter les prairies afin de reconstituer des puits de carbone et de fertiliser les sols. Mais en même temps, l'élevage, notamment l'élevage qui mange de l'herbe,
émet du méthane, qui a un pouvoir réchauffant effectivement plus fort que le CO2, même si c'est un gaz qui reste pas longtemps dans l'atmosphère, donc ça réduit en partie le problème. Et donc la question, c'est comment il faut faire? Est-ce qu'il faut limiter ce qu'on appelle les élevages hors sol ou pas? Et en fait, bon, c'est une question difficile. Il faut trouver le bon équilibre. Et la façon dont on essaye de répondre finalement à cette question, c'est de situer l'élevage dans ce qu'on appelle une économie circulaire, c'est-à-dire utiliser l'élevage herbivore pour valoriser au maximum l'herbe, et donc que ce ne soit pas en concurrence avec l'alimentation humaine, et utiliser ce qu'on appelle l'élevage granivore, c'est-à-dire les cochons et les volailles qui valorisent pas ou quasiment pas d'herbe, les utiliser pour consommer ce qu'on appelle des coproduits, c'est-à-dire par exemple quand l'industrie du blé va produire des coproduits qui peuvent être du son, des graines qu'on n'arrive pas à consommer, etc., ou la brasserie produit des coproduits qu'on peut donner donc soit à des herbivores, soit à des granivores, mais supprimer complètement l'élevage hors sol, finalement, ne serait pas très pertinent dans une économie circulaire parce qu'on a aussi besoin d'une part de leur fumier et de leur lisier, et d'autre part de leur donner tous les déchets de notre alimentation qu'on ne consomme pas et qui sont à même de valoriser, sachant que les cochons et les volailles sont beaucoup plus efficaces dans la transformation de l'énergie que les ruminants, qui eux, en revanche, ont la capacité de consommer des choses que nous, humains, sommes incapables de consommer. Et donc, il faut trouver le bon équilibre entre les différents élevages pour, d'une part, répondre aux attentes des consommateurs, qui malgré tout aiment bien les œufs, le jambon, la viande et le lait, et donc il faut différents animaux pour produire tout ça, mais aussi pour avoir une agriculture qui soit circulaire et durable. On a besoin d'un peu toutes les productions. Dans certains endroits, on en a peut-être un peu trop, il faudrait rééquilibrer, mais on ne peut pas dire supprimons tel élevage et la solution sera là à nos portes. Donc ça, c'était pour la question un petit peu générale. Ensuite, oui, pardon. Pour compléter tes propos, moi je suis producteur de lait dans une zone géographique où j'ai 60 hectares de marais, par exemple, dans mes 190 hectares d'herbe, dans une zone particulièrement humide du sud de l'Ille-et-Vilaine. Et s'il n'y avait pas d'élevage chez moi, je ne pourrais pas faire de céréales ou faire d'autres cultures. C'est-à-dire que ce serait la friche. Il n'y a aucune possibilité de valoriser ce genre de fourragers. Et je considère faire partie d'un écosystème qui permet de valoriser au maximum les sols et les préserver pour produire des denrées alimentaires de grande qualité. Et pour faire vivre en parallèle 4 personnes, eh bien, je considère que c'est plutôt très vertueux et de préserver 220 hectares avec ce mode de production, je ne culpabilise pas du tout et je considère que, j'ai une place comme l'avaient mes parents et mes grands-parents et j'espère que l'avenir continuera à promouvoir ce genre d'agriculture. Et mes collègues près de chez moi qui sont producteurs de lait en agriculture conventionnelle valorisent l'herbe et sont aussi sur des modèles de production très vertueux qui valorisent des territoires où, sans élevage, il n'y aurait pas de production agricole. Et même pour préserver l'eau, on a des zones de captage chez nous qui sont des zones préservées ou des zones à fort risque en termes de pollution, par exemple, pour préserver la qualité de l'eau. L'élevage reste le meilleur moyen de valoriser ces surfaces-là tout en les préservant. Et donc, pour compléter, parce qu'on a une question sur ce sujet, effectivement, les pouvoirs publics, que ce soit au niveau local, régional, national ou européen, ont un rôle très important à jouer dans les orientations qu'ils donnent en soutien, d'une part par la réglementation, bien sûr, mais d'autre part en soutien des modèles qui accompagnent le mieux la transition agricole. C'est plus ou moins facile, vous avez raison de le dire, c'est plus ou moins tendu dans les négociations sur ces sujets-là, mais ils ont du pouvoir et ils l'utilisent. Et on a de plus en plus, par exemple, de grandes villes qui mettent en place des programmes alimentaires territoriaux, de régions qui, avec le soutien de l'Europe, orientent et soutiennent un certain nombre de
pratique, de ce qu'on appelle des mesures agri-environnementales. Et donc, il y a des choses qui se passent, et évidemment, comme toujours dans la politique, il y a des choses qui peuvent encore progresser et évoluer. Alors, on a une question sur un sujet un peu différent, donc du coup, je la pose également sur les technologies numériques. Est-ce qu'il y en a qui sont présentes dans ton élevage ou pas? Oui, Et quel est leur rôle? non, c'est une bonne question parce que l'agriculture est connectée et très connectée d'ailleurs. Comment dire, moi concrètement sur la ferme, on a de la vidéosurveillance, c'est-à-dire qu'on peut regarder de jour comme de nuit, eh bien surveiller si on a mis des animaux à l'isolement parce qu'on veut les surveiller, une préparation au vélage ou quelque chose comme ça. Donc voilà, on est connecté à ce niveau-là pour pouvoir s'en servir. On a des animaux qui sont équipés de colliers qui mesurent l'activité des animaux, ce qui nous permet d'avoir une courbe permanente de leur activité et de déceler d'éventuels problèmes de comportement, et notamment pour pouvoir déterminer le moment où ils doivent être inséminés pour pouvoir avoir un petit veau. Et ces éléments-là ou ces données numériques nous permettent de déceler de manière très précise le meilleur moment pour inséminer l'animal, alors qu'autrement, c'est de l'observation permanente et bref, c'est très soulageant. Après, on a tout ce qui est lié à la traçabilité, où l'utilisation des médicaments, l'utilisation des fertilisants fumiers, etc., sont régis à des règlements importants. Et le numérique nous aide en enregistrant sur nos téléphones toutes nos pratiques pour pouvoir justifier après de toute la traçabilité. Nos animaux sont identifiés aussi à la naissance et on les identifie sur nos smartphones en indiquant un numéro. On donne un prénom à la génisse quand c'est une femelle et on la boucle avec un numéro et en enregistrant sur notre téléphone, on reçoit dans les 3 jours sa carte d'identité et son statut sanitaire. Donc, c'est aussi des choses qui se font de manière automatique et numérique. Et après, c'est l'accès à l'information. Aujourd'hui, les agriculteurs sont tous abonnés à des newsletters sur la consommation, sur le marché, sur les évolutions des pratiques, les données techniques, etc. Les données météo. Et c'est des éléments très importants pour pouvoir piloter une ferme. Merci beaucoup, Bruno. Alors, on a encore des questions. En même temps, il est 13h15. Alors, je ne sais pas exactement quelles sont vos exigences en termes de timing. On a peut-être une question sur un sujet qu'on n'a pas abordé, qu'on prend encore, et puis après, on va s'arrêter. Il y en a une sur la question de bien-être animal. Est-ce que donc dans l'élevage, il y a des actions particulières par rapport à ça? Et est-ce que le bio était une façon de progresser aussi sur la question du bien-être animal ou pas? Alors, la question du bien-être animal, c'est une question très vaste. Alors, en élevage, de toute façon, des animaux bien portants, c'est des éleveurs bien portants et c'est un écosystème qui fonctionne. C'est-à-dire que la maltraitance, ça ne fonctionne pas en élevage. C'est même un gros mot, c'est-à-dire que ça ne peut pas marcher. Après, en production laitière, concrètement, chez nous, on a une proximité avec nos animaux qui est telle que l'enjeu numéro 1, c'est qu'ils soient dans les meilleures conditions pour pouvoir rendre notre métier aussi le plus agréable. Et on a une relation particulière avec nos animaux qui reste une dizaine d'années sur la ferme minimum. Donc, le bien-être animal, bien sûr, il est intégré. Après, de manière très concrète au quotidien, le bien-être animal, c'est des animaux qui sont alimentés en quantité, qui ont de l'eau de qualité, des abreuvoirs qui sont nettoyés, etc. Bon, ça, c'est basique, mais ça mérite il faut le redire parce que c'est quand même le cœur de notre métier. Après, c'est des conditions particulières pour que les animaux soient bien logés. Ils ont des bâtiments paillés, aérés, de bonne qualité, nettoyés en permanence, avec la possibilité d'aller dehors. Un accès au pâturage chez nous 300 jours par an, ce qui est assez important. Il ne reste plus que 2 mois ou 2 mois et demi où on est obligé de les avoir dans le bâtiment parce que les conditions météo ne sont pas du tout possibles pour pouvoir les envoyer dehors.
après, on a des petits gadgets, entre guillemets, hein, ça, je peux vous en citer des listes entières, mais on a des brosses dans le bâtiment pour que pendant l'hiver, si jamais elles sont dans le bâtiment, elles puissent aller se gratter, etc. On a de la brumisation quand les animaux attendent avant d'aller dans la salle de traite. Parfois, ils attendent pendant 30 minutes avant d'être traites et on a de la brume pour les périodes de forte chaleur pour baisser de beaucoup la température. On a des ventilateurs dans la salle de traite pour améliorer le confort. Peut-être Typiquement, des alors arbres après, autour des pâtures ou des… alors tous les pâturages, tous les pâturages accessibles aux animaux sont entourés de haies. On a, chez nous, on doit avoir 17 kilomètres de haies autour des champs, donc des haies de chêne partout. Depuis le 1er janvier 2022, nos jeunes animaux sont obligés d'aller dehors à partir d'1 mois et demi. Ça, c'est le cahier des charges de l'agriculture biologique qui a évolué là-dessus. Donc, c'est une réalité aussi. Voilà, le bien-être animal, voilà. C'est une dimension très large, mais c'est effectivement quelque chose de très intégré et qu'on surveille de très près. Merci beaucoup, donc Bruno. Donc, ce qu'on voulait essayer d'aborder dans ce séminaire, c'est d'essayer de voir comment finalement l'élevage, il est confronté à des enjeux essentiels, économiques, sociaux, environnementaux, et en même temps, il agit, il progresse et il a des atouts qui sont importants à avoir en tête. Et l'élevage est une des solutions pour faire face aux enjeux auxquels on est collectivement confronté dans le cadre notamment du réchauffement climatique, mais aussi des enjeux économiques. Je vous propose qu'on passe vraiment à la conclusion peut-être de cette séance, non pas qu'on n'aimerait pas rester longtemps à discuter avec vous, et qu'on reste éventuellement disponible pour des questions par écrit à l'occasion, mais voilà, il va falloir qu'on s'interrompe. Vous avez peut-être cours bientôt, et nous aussi. Sandrine, peut-être le petit mot de conclusion. Merci Anne-Charlotte. Pour clôturer là, rapidement, on vous remercie chaleureusement, là, nos collègues de l'Institut de l'élevage et puis notre témoin Bruno Martel. Nous allons vous faire parvenir dans l'après-midi le replay de la séance. Donc, n'hésitez pas à le partager avec peut-être les étudiants qui ont pas pu venir ce midi ou avec d'autres professeurs, mais avec vos proches également qui seraient intéressés par cette thématique. On organise un prochain webinaire. Il aura lieu le mercredi 16 novembre, donc à 12h15, donc de 12h15 à 13h15 comme aujourd'hui. Il sera animé par l'ITEPMAI. Alors, l'ITEPMAI, c'est un cousin de l'Institut de l'élevage, mais qui travaille sur le secteur, sur la production de plantes aromatiques médicinales et à parfum. Donc, lors de ce webinaire, vous aurez l'occasion de rencontrer un ingénieur de recherche qui travaille sur ce type de production. Et vous aurez aussi l'occasion d'échanger avec un producteur de lavande. Voilà, donc on espère qu'on vous y retrouvera nombreux comme aujourd'hui. On vous remercie beaucoup pour votre attention, vos questions, et on vous souhaite une très belle après-midi. À bientôt.